Pour ce défilé hors du commun, le premier du genre et le dernier du siècle, les amateurs de puissance, de vitesse, de luxe, de volupté, de sécurité, de modèles actuels trouveront toutes les informations nécessaires grâce aux experts qui nous entourent. Christian Vella, journaliste, producteur d'automoto sur TF1 et coureur de rallye. Richard Micou, journaliste sur TF1, automoto aussi. Et Hervé Poulain, commissaire-priseur connu du monde entier pour mener les ventes de voitures de collection et qui sait aussi retrousser ses manches pour piloter une voiture aux 24 heures du Mans. Les voitures vont donc partir de la place de l'Étoile dans quelques instants pour descendre les Champs-Élysées. Dans quelques instants donc les véhicules contemporains. Mais d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur avec la rétroparade. Merci Jean-Claude, merci Charles. C'est effectivement en compagnie de maître Hervé Poulain que nous avons le plaisir de vous commenter cette rétroparade. La mémoire du siècle en quelque sorte, avec 700 véhicules anciens datant de 1898 à 1970. Depuis 100 ans, en effet, l'automobile n'a cessé d'alimenter les rêves et les passions de l'homme. En 1898, Louis Renault, par exemple, réalise sa première automobile. Il n'est pas le seul à l'inventer, mais l'unique homme à la faire breveter. 1898, maître, c'est aussi la naissance, suivie de la commercialisation, de la Panhard M2E, puis de la Peugeot 26. René Panhard et Émile Levasseur étaient associés dans la vente de machines de bois. Et d'ailleurs, la voiture est conduite par un des héritiers, M. Jean Panhard, de cette grande dynastie. Et la première Panhard date de 91. Elle était animée d'un moteur Daimler à 2 cylindres en V. Et une Panhard a gagné le Paris-Rouen de 1994. C'est l'époque où l'on disait, dans le Figaro, on accélère, on va trop vite, on frôle sournoisement le 60. À cette allure, la rencontre avec un papillon sera mortelle. Et puis on a aperçu une Peugeot. Peugeot s'est associé avec Serpollet et Peugeot a tout de suite connu des résultats très importants en compétition et a gagné Indianapolis en 1912. 1900 donc, le mot automobile est admis par l'Académie française, l'année en fait de l'exposition universelle de Paris. À cette époque, le marquis Albert de Dion, maître, associé au constructeur de moteurs à vapeur Bouton et Trépardou, présente la Type G. De Dion était un aristocrate extrêmement original, tellement original qu'il a créé sa marque automobile et que sa famille a demandé aux tribunaux qu'il soit sous tutelle. Il a créé aussi l'Automobile Club de France en 1995 et il est l'archétype de l'esprit scientiste qui animait alors les gens au moment de l'exposition universelle. Voici une Grégoire de 1909. Si je parle de cette marque, c'est qu'elle est symbolique de toutes celles qui existaient au début du siècle. Au début du siècle, les charrons, n'ayant plus à vendre de voitures hippomobiles, se sont contentés de remplacer les chevaux par le moteur. Et il y avait 500 marques à Paris. Les merveilleux personnages que vous voyez là méritent toute notre tendresse et notre estime car ils ont sauvé ces voitures de la casse, ils les ont restaurées, ils ont sauvé notre patrimoine, ils se réunissent dans des clubs, le club Grégoire est extrêmement attractif. Sans eux, on aurait perdu la mémoire de ces merveilleux pionniers. Puis à cette époque aussi, on peut dire que l'automobile va passer de l'artisanat à la construction industrielle. Voici un petit coupé Docteur Citroën qui passe à l'antenne, une Talbot je crois, Lorraine Dietrich, Clément Bayard. C'est très important parce que là on voit bien que la femme va jouer un rôle très important. L'intérieur de ces voitures sont de délicieux petits boudoirs qui sont là pour répondre à leurs désirs, petits boudoirs de style nouille. Et puis je passe, voici une Amilcar, et là c'est une autre époque, c'est les Arts déco, c'est les années folles, et toute la vision de cette année, de ces années, eh bien c'est ce type de petites autos, une Bugatti, conduite par une femme, parce que la femme, après la guerre, apparaît sous les apparences de l'androgyne, coupée cheveux, coupée cloche, coupée jupe. Et en prenant le volant pour Deauville ou Saint-Maurice, avec l'œil de colle, la bouche sanglante, avec un tailleur de Coco Chanel, elle signifie son affranchissement. Et puis c'est l'époque de la crise aussi à Wall Street, et pourtant c'est l'époque aussi, maître, de la taylorisation. On fabrique de plus en plus les voitures en série. Il le fallait déjà avant la guerre, bien sûr. Ford, Citroën, au lendemain même de la guerre, avaient appliqué ces méthodes modernes qui permettaient, bien entendu, de diminuer les coûts.
Néanmoins, ces belles sont si gracieuses et si capricieuses qu'elles ne passent pas à l'antenne forcément comme on les attend. Voilà la Royale. Alors, 1926, exactement. Oui, j'attire votre attention et je souhaite que le réalisateur s'arrête un peu sur cette automobile qui est conduite par le fils d'Ettore Bugatti, Michel. C'est la voiture la plus prestigieuse de l'histoire. Cette voiture avait un châssis de 6 mètres de long, elle pesait 3 tonnes. Elle est née en 26 pour le patron qui avait mis dessus, si je pouvais la revoir, qui avait mis dessus une carrosserie, une carrosserie Packard américaine. Et puis il a eu un accident en s'endormant au volant. Et c'est alors Jean, son fils, qui a fait cette ligne absolument majestueuse, sublissime, de Jean Bugatti, aussi génial que son père. C'est le fameux coupé Napoléon qui est exposé le reste du temps assoupi au musée de Mulhouse. Alors cette voiture avait 12 lissettes de cylindrée, elle s'appelle la Royale parce que Bugatti l'a destinée au roi. Et ça ne s'est pas fait. Elle a eu sa revanche. Elle l'a en vente publique car c'est probablement la voiture qui ferait l'enchère la plus élevée dans le monde. Je me dépêche, au moins 100 millions de francs. Là, nous changeons d'époque. 1933, donc Citroën développe la traction, Volkswagen la coccinelle. Des automobiles qui verront le jour plus tard, en 1934, année où Panhard va fixer le record de vitesse à 215 km/h pour l'époque, alors que chez Peugeot, Maître, on travaille sur la 402, alors qu'en 38 à peu près, Talbot va présenter la T15. C'est assez singulier parce que la beauté des automobiles, la voici cette Talbot, survit à la crise de 29. Le luxe survit quelque temps, du moins dans l'automobile, et voici une Talbot de 38, elle est magnifique, c'est un cabriolet 2 places, la carrosserie est d'usine, cette voiture allait à 125-130 et elle m'est familière parce que je l'ai vue dans beaucoup de compétitions. Et puis il y a un chef-d'œuvre qui passe, c'est la Delahaye 135 MS, une carrosserie, voyez, une carrosserie de Villars. Cette voiture a même représenté au plus célèbre concours d'élégance la France et elle est parfaitement bien figurée. Regardez les ailes allongées, les immenses portières, il y a un porte-à-faux à l'arrière qui affine la ligne, une arête aussi sur le coffre, les phares au but. C'est un chef-d'œuvre. Elle a été retrouvée en épave il y a plusieurs années et là encore il faut saluer les gens qui l'ont restaurée. Puis l'Europe, donc en 39, Maître va basculer dans la guerre, l'essence va être rationnée, le vélo va refaire son apparition et les taxis faire recette. Les usines Renault en France vont être bombardées, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, la Jeep et d'autres véhicules vont faire leur apparition et se faire des prénoms. Alors il y a 53 ans, des voitures comme les Jeep, qu'elles soient Willys ou Ford, descendaient les Champs-Élysées, c'est assez émouvant. Et puis les années 50, c'est l'âge d'or des grosses américaines, les Cadillac, les Studebaker, les Plymouth, vous avez toutes les marques qui vous viennent à l'esprit, et c'est la société de consommation, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance, si j'ose dire, entre ces grosses voitures avachis sous les chromes et l'abondance peut-être des femmes, des poitrines dans les revues spécialisées comme Playboy. Voilà. On a vu aussi la Facel Vega. Vous voyez, on a vu une Facel Vega, c'est le père du Major Thompson, Pierre Daninos, qui lui a donné son nom de baptême, et son frère qui la construisait. C'est une réponse très noble des conceptions françaises en réponse à ces merveilleuses américaines. Il y a une bataille féroce aussi entre les Ford T-Bird, les Chevrolet Corvette, les Ford T-Bird. Et entre-temps, vous voyez ce grand dinosaure monstrueux qui est tout à fait symbolique du souhait et du désir de la consommation de cette époque. Voilà, alors de l'autre côté de l'Atlantique, on fait des voitures de plus en plus grosses, alors qu'en Europe, on fait des voitures de plus en plus petites. Oui, et regardez, en voilà encore un très beau spécimen d'américaine. Et effectivement, je les cherche, mais il y a des petites voitures utilitaires. Où sont-elles? On les voit pas. Je vois. Ah ben voici un Messerschmitt qui s'inspire évidemment du design des avions. Voilà un petit camion Fiat. Et puis des Panhard encore. En tout cas, dans les années 60, on peut dire que ces années-là seront fastes pour l'automobile dans le monde et plus particulièrement en France. Les nouveautés se succèdent comme la Peugeot 404. Et là, regardez,
pardonnez-moi. Oui, tu as pris. Les Renault 3 et 4 en 61 et la Renault 8 en 62. Et alors que du côté de Panhard, c'est la CD qui va faire son apparition sur le marché. Eh bien, vous êtes fort car la voilà. La voilà dans le peloton, cette petite CD. Elle a fait, ou sa sœur, les 24 heures du Mans en 62. Les voitures françaises n'étaient pas suffisamment costauds pour aller chercher les grosses cylindrées. Alors on a inventé l'indice de performance. Cette voiture avait 850 cm3. Elle allait comme 60 chevaux. Elle allait à 180 à l'heure. Déjà, c'est le champ du cygne pour Panhard qui est ensuite absorbé par Citroën. Voilà une Lotus. Oui, petite Lotus. alors 1965, Maître Renault va dévoiler la R16, Peugeot la 204, 1967, Citroën présente la Diane. Mais attention, chacun se tire la bourre pour les parts de marché en France. Chacun veut prendre l'autre de vitesse en présentant sa nouveauté, comme Alpine par exemple, avec cette A110. Alors déjà, nous rentrons dans des voitures plus familières pour les téléspectateurs. Voici cette petite berlinette Alpine de Jean Redley. Tous les gens qui ont eu le bonheur de monter dans cette espèce de petite bulle en polyester ont compris avec leurs coéquipiers ou leurs coéquipières, là c'est une Jaguar E, très belle forme, vous l'avez vu, ont compris dans cette Alpine ce que c'était qu'une vraie petite voiture sportive. Elle annonce, elle a été championne du monde, la voici, une R8 Gordini. On terminera donc, je crois, par une farandole en bleu de France. Ça n'est pas chauvin, c'est la Topolino à côté. Et la Topolino à côté, qui annonce les grandes victoires de Matra également au Mans. Voilà, ainsi se termine la rétro-parade. Place maintenant au défilé des constructeurs que vous présentent Charles Villeneuve, Jean-Claude Narcy et Christian Vella. La première partie de ce défilé du siècle, consacré aux véhicules anciens, résumant la production automobile de 1898 à 1970 et maintenant terminée, va suivre tout de suite le défilé des constructeurs d'aujourd'hui, formé de 900 voitures contemporaines. Elle représente une quarantaine de marques françaises et étrangères, toute la production mondiale jusqu'au plus récent modèle. Avant que Peugeot Citroën n'ouvre le défilé pour la France, puisque ce défilé est marqué par des nationalités différentes de voitures, Christian Vella, qui sera à nos côtés, producteur d'automoto, coureur de rallye, une question sur le hit parade, en quelque sorte, des marques. Ce sont les Américains qui arrivent en tête du marché mondial avec GM, 7 798 000 véhicules. Le deuxième, c'est Ford, et le troisième, un japonais, Toyota. Les Français, les premiers Français, ce sont Peugeot et Citroën, le groupe PSA qui arrive en 9e position avec 2 284 000 véhicules, puis Renault 10e. C'est l'équipe spéciale d'acrobatie de la compagnie motocycliste de Paris qui introduit le défilé des voitures actuelles par une figure de pyramide que vous découvrirez à l'image. Ce sont des acrobates confirmés, motards d'élite de cette compagnie motocycliste de Paris. Ouvrant le bal donc tout de suite derrière eux, Citroën, qui fait partie du groupe PSA, Peugeot Citroën depuis une dizaine d'années. Christian ? Oui, c'est ça. Peugeot a repris Citroën il y a une dizaine d'années, effectivement. Mais chaque marque a conservé son identité. Et on va voir aujourd'hui combien Citroën est resté fidèle à sa légende, à sa réputation. Des voitures avant-gardistes, on peut le dire. Longtemps précurseur dans le domaine du style et des techniques nouvelles. Et c'est sans doute pour rappeler cette particularité que le tableau présenté par Citroën s'ouvre sur 4 voitures officielles du parc de l'Élysée, la fameuse DS noire que vous voyez à l'écran, la DS-19, qui a marqué une étape importante dans l'industrie automobile. Voiture du Premier ministre Michel Debré, sœur jumelle de celle utilisée par le général de Gaulle le 22 août 1962, le jour de... On lui a tiré dessus au Petit Clamart. La voiture a continué à rouler pneus crevés grâce à sa suspension hydro-pneumatique. De Gaulle aimait bien la DS et la DS lui a bien rendu, elle lui a sauvé la vie. La 2 chevaux, les rallyes, puisqu'elle a participé quasiment à tous les rallyes, la Doche. Oui, c'est en 1935 que Citroën a lancé le projet du minimum automobile français. C'était une idée de Pierre-Jules Boulanger, le directeur général de l'époque. Et on a pu construire ce qu'on appelait à l'époque une chaise longue sous un parapluie. La voiture devait transporter 2 personnes, 50 kg de pommes de terre et passer dans les plus mauvais chemins.
Sur la gauche de la DS-19, il y a toutes les voitures officielles du parc de l'Élysée, la CX et la XM. La CX, toujours utilisée par Jacques Chirac, qu'il avait emprunté d'ailleurs le soir de son élection en 1995, et la XM que François Mitterrand aimait bien pour son confort et que Jacques Chirac utilise toujours en tant que voiture officielle. Alors que faut-il rappeler des 2 chevaux qui suivent ces 4 voitures sélectionnées dans le parc de l'Élysée? Eh bien qu'elles ont participé à tous les grands rallyes, la traversée du Sahara, la croisière noire, les croisières jaunes, le raid Paris-Kaboul, Paris-Persépolis. Et les voitures que nous présente PSA, Peugeot Citroën, sont des voitures qui ont participé à ces grands raids. Oui, André Citroën était un homme de tous les exploits. Il aimait relever les défis. C'est pourquoi en 1922, il a organisé la première traversée du Sahara avec des autochenilles. Ben voilà le fer de lance qui est au hit parade des voitures vendues par Citroën aujourd'hui sur le marché automobile. La Saxo est l'une de ces, je dirais, l'une des voitures sur laquelle Citroën compte beaucoup pour continuer à atteindre le plus haut niveau des ventes. Oui, la Saxo, un petit modèle qui a déjà connu beaucoup de réussite sur le marché français et qu'on a pu voir également en compétition puisqu'il existe une coupe Citroën Saxo sur les circuits du championnat de France. Concurrente de la Clio et concurrente de la 206 que l'on verra tout à l'heure, sur laquelle Peugeot compte beaucoup pour être l'héritière, je dirais, commerciale de la fameuse 205, qui a relancé Peugeot au moment où cette grande marque française était présidée par Jacques Calvet. Voilà cette magnifique vue des caméras de Gilles Amado dans l'alignement des Champs-Élysées, avec toujours PSA, c'est-à-dire le groupe Peugeot Citroën, et pour l'instant ouvrant ce défilé par ordre alphabétique Citroën et la Saxo dont on vient de parler. C'est le tableau compétition suivi par la Marseillaise de Rude, celle que vous pouvez évidemment admirer tous les jours sur le fronton de l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. Rude, sculpteur, protégé de David, bonapartiste acharné, exilé de 1815 au moment de la défaite de Waterloo jusqu'en 1830, et qui est revenu à ce moment-là, et grâce à la protection du grand peintre David, a pu exécuter cette fameuse figure du départ des volontaires en 1792 et que l'on a surnommée maintenant la Marseillaise de Rude. Alors il y a dans ce peloton, avant que nous ne voyions apparaître de Peugeot, des Saxo, des Berlingo, une 4L améliorée, très compétitive, économique, Christian Vella. Oui, et surtout une C3 qui est l'héritière de la 2 chevaux, la 2 chevaux qui a accompagné la vie de beaucoup de Français pendant des années. Et la C3 est appelée à la remplacer sur le marché français. Là, ce sont des CX, des plus gros modèles. Il faut dire que Citroën, on l'a dit tout à l'heure, a toujours été à l'avant-garde et les automobiles Citroën ont reçu en 1990 le titre de constructeur du siècle pour ces innovations. Alors pour animer la plupart des tableaux que vous commenterons tout à l'heure, Jean-Claude Narcy, Hervé Poulain qui nous a rejoint, le fameux commissaire-priseur connu dans le monde entier pour mener des ventes de voitures anciennes. Il y a toute une animation de musique contemporaine aux voitures anciennes que vous découvrez, postérieures à 1970, et qui sont
des Peugeot qui ouvrent le bal d'une grande marque qui relève la tête et qui espère renouer avec le succès commercial de la 205 grâce à sa 206 et à qui la compétition de rallye a beaucoup apporté. Vous qui êtes un coureur de rallye, Christian Vella. Oui, c'est ça, Charles. Peugeot a réussi un coup fabuleux avec la 205 en lançant à la fois la voiture de tourisme, la 205 que l'on a connue, et sa voiture de course, la 205 Turbo 16, qui a connu immédiatement le succès sur toutes les routes du rallye du championnat du monde. Et là, c'est la 406 coupée dessinée par Pininfarina, qui a été élue plus belle voiture de l'année en 1997. C'est effectivement une superbe voiture. Est-ce que le rallye apporte beaucoup à la voiture commerciale, la voiture de nous, Français? Absolument. Le groupement des concessionnaires de Peugeot a beaucoup insisté pour que Peugeot revienne à la compétition en rallye et il profite de l'occasion du lancement de la 206 pour continuer l'aventure de Peugeot en compétition. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a aperçu sur un plateau la fameuse 205 Turbo 16 dont on a parlé tout à l'heure. Et Peugeot va recommencer son aventure en championnat du monde des rallyes à partir du Tour de Corse au mois de mai avec sa WRC. Voilà la 206, un cabriolet 206. Voilà la fameuse 206, fer de lance de Peugeot, qui sera présenté sous toutes ses coutures, si j'ose dire, au Mondial de l'Automobile. Là, c'est un modèle réduit qui était conduit par des enfants, mais qui préfigure ce qu'on va voir tout à l'heure avec cette voiture qui est appelée à avoir un formidable succès commercial en France. Et peut-être même à l'étranger, on espère. Alors, monter sur des chars, les voitures de rallye, celles dont Christian Vella disait tout à l'heure qu'elles ont beaucoup apporté à la droite marque. Ici, la 205 Turbo 16 qui a été 2 fois championne du monde des rallyes et qui a couru ensuite les rallye raids lorsque le règlement international a interdit à Peugeot de poursuivre. Ici, c'est la Prost de Peugeot qui court cet après-midi. Là, la Peugeot championne du monde en sport prototype. Voilà, qui sur la ligne de départ d'ailleurs est avec Arnaud Trulli, les deux pilotes de Prost Peugeot, Arnaud Trulli et Olivier Panis en 14e, 15e position. Puisque la première ligne est occupée par 2 Ferrari. La 406 Daiello qui court le championnat de super tourisme, de tourisme en Allemagne, un championnat qui a un succès énorme là-bas. Toujours à nouveau la Prost Peugeot actuelle, donc pilotée par Arnaud Trulli et Olivier Panis. Oui. Est-ce qu'on vend, Hervé Poulain, est-ce qu'on vend aux enchères des voitures de rallye qui ont gagné des championnats du monde? Non seulement ça, mais le 10, dans le cadre du mondial, nous vendrons par exemple une trentaine de voitures de compétition. La reine en sera une Matra de Formule 1 qui a disputé le championnat du monde conduite par Chris Amon. Il y a des voitures de rallye et je fais un tout petit blague. L'une des reines sera la Citroën, championne du monde de rallye raid l'an passé. Citroën a souhaité que quelqu'un en ait une appropriation. Estimez-la, Hervé Poulain, à peu près. Elle sera vendue. Elle est inestimable puisqu'elle est unique. Je le saurai dans le cadre du mondial le samedi soir, 10 octobre. Ce qu'on peut ajouter, Charles, c'est que Citroën, parallèlement à sa voiture de course, alors Peugeot, qu'on voit la 806 familiale, enfin miniaturisée, conduite par des enfants. Absolument. Oui, la 206 qui va courir en championnat du monde, la WRC. Il y aura une version de tourisme dont l'appellation sera 206 S16. Et elle sera vendue, c'est l'équivalent de la 205 GTI de son époque. Ah, vous me dites ça pour me faire plaisir. Oui, parce que je sais que vous possédez vous-même une 205 GTI. Et je la garde précieusement pour peut-être un jour la mettre aux enchères avec Hervé Poulain. C'est la voiture qui a tourné dans le film Taxi, voilà. Taxi, qui est l'une des plus belles réussites des films français cette année, qui est certainement l'une des meilleures recettes. Il a été plébiscité par tout un public jeune. Un film de Gérard Pires.
un passionné d'automobile qui en son temps a couru. Et pour la petite histoire, j'ai partagé une voiture, un buggy avec lui. Et qui met en valeur toutes les rues de cette belle ville qu'est Marseille. Voilà la caisse à savon. C'est ce qu'on appelait la caisse à savon lorsque la 205 est apparue sur le marché. C'est un clin d'œil, une voiture dessinée par des enfants et on a appelé ça la caisse à savon. Alors tous ces tableaux sont animés, vous le verrez tout au long de ce défilé des constructeurs, des voitures contemporaines, par des rollers, des cerfs-volants et une musique d'ambiance caractéristique de l'époque des voitures qu'on nous présente. Peugeot, toujours Peugeot. Ce sont des études de style, ce qu'on appelle les concept cars. Voilà. Ce sont les voitures qui préfigurent... le futur. Le futur, exactement. Qui sont nés dans l'imagination de stylistes, de dessinateurs, d'ingénieurs de la grande marque. On peut dire que les ingénieurs français, que les bureaux d'études français sont toujours à l'avant-garde dans ce domaine, avec les Italiens bien entendu. Mais ce sont des voitures qui obligatoirement ne sont pas commercialisées. Pas toutes, il y en a certaines, et peut-être Hervé pourrait ajouter quelque chose là-dessus, mais il y en a certaines qui arrivent à être construites et à être commercialisées. Alors qu'on voit toujours à l'antenne, on vient de la voir, la Prost Peugeot qui court cet après-midi au Grand Prix du Nürburgring, avant-dernier manche de ce formidable championnat du monde. Grand Prix du Luxembourg. Grand Prix du Luxembourg. Grand Prix du Luxembourg au Nürburgring, en Allemagne. Regardez la beauté de cette voiture. On ne peut que formuler les souhaits que les bureaux d'études aient un jour la bride sur le cou et qu'ils puissent commercialiser tout ce qui sort de leur merveilleux cerveau créatif. Voilà, joli peloton. Les pelotons alignés de 9 types de 206, la XT, la Premium, la XS. Oui, la gamme s'articule autour de 3 motorisations à essence. Un moteur 1100 cm3, un moteur 1,4 litre, un moteur 1,6 litre, respectivement de 60, 75 et 90 chevaux. Et puis aussi un nouveau moteur diesel de 1,8 litre de 70 chevaux. La 206 est disponible en carrosserie 3 et 5 portes. Elle est produite, on peut ajouter, à Mulhouse et à Ryton en Angleterre. Et comme dirait Jean-Pierre Pernaut, combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Eh bien, son prix varie de 64 000 à 73 900 francs. Grosse concurrence avec la Clio 2. Oui, c'est ça, ça va être le grand match de l'année automobile à venir. D'ailleurs, voilà, on voit Monsieur Louis Schetzer et Monsieur Jean-Martin Folz. Le PSA qui se trouve à la tribune officielle, donc devant le Grand Palais, avec Kyries, le commissaire général du salon du mondial. Et donc c'est le moment de voir défiler Renault dans ce défilé anniversaire. Renault a voulu illustrer sa publicité, je crois, Renault moteur d'idées depuis 100 ans. Aujourd'hui, c'est un double symbole que Renault célèbre, celui de ses 100 ans donc, et celui des 100 ans du mondial. En effet, ce sont les 100 ans de l'entreprise. Renault propose donc, pour débuter le salon, un voyage dans le temps du premier véhicule, la voiturette, datée de 1899, jusqu'au dernier bébé, la Velsatis. La voiturette, c'est celle que l'on voit maintenant. C'est un spécimen vivant, comme disait Louis Renault à ses débuts. À sa base, c'était un tricycle à moteur de Dion-Bouton. Donc cette voiturette que vous voyez date de 1899. Ensuite, eh bien, on va voir la Renault 4 chevaux dans quelques instants, après ces vieilles voitures. Renault est le 10e constructeur mondial, il faut le rappeler. Oui, la 4 chevaux qui, notamment en Tunisie, a donné a fourni tout le parc de taxis, les bébés taxis, n'est-ce pas Christian Bella, notamment à Sfax. On l'aperçoit d'ailleurs, la 4 chevaux jaune, peut-être que Gilles Amado va nous la présenter. Cette 4 chevaux qui est un véritable symbole, elle est conçue pendant l'occupation et présentée au salon, on la voit derrière la grosse voiture, au salon de l'auto en 1947. Elle a été fabriquée jusqu'en 61 à plus d'1 million d'exemplaires.
Et Jean-Claude, on peut ajouter que la 4 chevaux Renault a remporté sa catégorie au rallye Monte-Carlo, qui est vraiment un test très très important. On l'appelait la petite mode de beurre à 4 chevaux. C'est ça, oui. Et comme le signalait Charles Villeneuve en Tunisie, c'était les voitures qui servaient de taxi. C'est vrai que vous avez un passé commun en Tunisie tous les deux. Voilà pourquoi vous parlez longuement de la Tunisie. Alors, il y a la Dauphine aussi. Alors, la Dauphine, elle date de 1958. C'est la première voiture française construite à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle a fait un tabac. Dès sa naissance, elle était le principal cheval de bataille de la régie à l'époque. Sur près de 270 000 voitures construites en 57, plus des 2 tiers étaient des Dauphines. Le reste se partageait entre la 4 chevaux et la frégate. Elle a aussi remporté. Très bien réussi sur la route, avec Montresse notamment. Et elle a remporté le Tour de Corse et le rallye Monte-Carlo aussi dans sa catégorie. La Dauphine, c'était la voiture des jeunes filles. Dans le vent. La Dauphine, alors, est-ce que ça se... C'était pas à conseiller trop aux jeunes filles parce que la tenue de route à l'époque était assez approximative. Et je ne l'aurais pas... Seules dans leur voiture, on avait bien compris. Oui. Vous voyez, ça a été un choc pour la jeunesse de l'époque, cette voiture légère, qui était encore à peu près accessible. Avant, c'est dommage, on n'a pas... Oh, regardez-la comme elle est belle en décapotable, la 4 chevaux. Ouais. Et derrière une R16, R30. Et on a passé tout à l'heure peut-être un peu vite, mais vous voyez le champ vient. À gauche, vous avez probablement un taxi de la Marne, un des fameux taxis de la Marne, dont l'histoire est imprégnée dans l'inconscient collectif des Français. Et tout à fait à droite, à un moment, j'ai vu la 40 chevaux, qui a été, à la fin des années 20, la voiture la plus prestigieuse de la gamme. Vous la voyez au centre, légèrement à droite en jaune. Le temps s'arrange un petit peu sur les Champs-Élysées. Les Parisiens sont venus nombreux, ils sont courageux d'être venus ce matin sous la pluie. Enfin, c'est un spectacle magnifique. On va pouvoir décapoter. Les R16. Voilà, c'est ça, la 40 chevaux. C'est sublissime. Elle a eu des records, à Montlhéry en particulier, sous une autre forme, mais c'était une Avec ces vieilles voitures, ce qu'on a vu qui était formidable ce matin, c'est qu'elles roulaient toutes. Il n'y en a pas qui ne soient tombées en panne. C'est la raison pour laquelle il faut également admirer leurs collectionneurs, qui sont des gens qui n'hésitent pas à se mettre les mains dans le cambouis. C'est un marché très sain, celui des automobiles de collection, car les frimeurs et les investisseurs sont tout de suite exclus, à la première panne. Sur la droite, un Spider Renault dont certains fonctionnent aux énergies nouvelles avec du GPL et parfois même aux énergies électriques. GPL. Du gaz. Et voici la Clio 2. Alors voilà, là, enfin la Clio 2. La Clio 2, c'est celle donc qui remplace la première Clio. Et c'est sur cette Clio 2 que Renault porte ses efforts en ce moment. Oui, effectivement, la Clio 2 est appelée, c'est la petite sœur de la Clio. Elle est commercialisée depuis le 11 mars. Et la Clio 2 a créé la surprise, on peut le dire, en affichant des prix de vente de 15% plus faibles que ceux de son aîné. Et ça devrait lui assurer un succès. Ces prix varient entre 64 400 et 86 900 francs. C'est le prix de la 206. Oui, ça va être. Oui. C'est le grand match de l'année à venir entre la 206 de Peugeot et la Clio. Là, ce sont les voitures qui ont couru en rallye. Et en circuit, bien sûr. La compétition pour Renault, ça a été très important. Oui, Renault a repris, voilà, là, on voit une berlinette alpine. Alors, pourquoi elle ne roule pas d'ailleurs sur les Champs-Élysées, ces voitures de course? Notamment les Formule 1, ça serait un problème. D'abord parce qu'elles n'ont pas de ventilateur, elles chaufferaient, bien entendu. Et puis elles ont des embrayages très sophistiqués, des embrayages à carbone, qui empêcheraient que le commun des mortels pourrait piloter ces voitures sur les Champs-Élysées à 10 à l'heure. Qui roule à combien alors? Vous savez, quand on démarre en Formule 1, on est tout de suite en première, on est déjà à 150. Alors vous imaginez rouler sur les Champs-Élysées à 10 à l'heure, on se casserait le moteur tout de suite. Prost y a essayé, paraît-il. Oui. Mais il paraît qu'il a cassé la voiture, non? Prost l'a fait, je crois que son moteur a souffert. Argos, regardez, un très bel essai de style aussi. Ce qu'on appelle très heureux. Mot barbare et anglais, un concept car. Ce sont des voitures du futur, des prototypes.
Alors la Scénic aussi. La Scénic, c'est quelque chose d'important dans cette année pour Renault. Oui, C'est Renault, une des voitures les plus vendues. c'est Renault qui a inventé le concept du monospace. Avec Matra. Avec Matra, effectivement, ce sont des études Matra faites conjointement avec Renault. Et le succès commercial du Scénic qui a été lancé en 1996 est tel qu'aujourd'hui une Mégane vendue sur 2 est un Scénic. Ah oui. C'est un condensé de technologie d'ailleurs, et l'énergie de demain, puisqu'elle est respectueuse de l'environnement. La Mégane Scénic a donc été déjà commercialisée à 500 000 exemplaires. Elle fonctionne à l'essence, au diesel, au GPL. Et les prochaines vont même fonctionner au gaz naturel et à l'électricité. Oui. D'autres seront équipées d'un moteur hybride avec un moteur thermique classique et un moteur électrique. Alors le tableau qu'on vient de voir, eh bien c'est celui des écoles de Samba. Il s'agit d'une véritable école de Samba d'ailleurs qui défile. Elle est arrivée de Rio cette semaine. Son nom, le nom de cette école, c'est Impératrice Léopoldine. Ils sont 35, vous le voyez, à faire vibrer les Parisiens au rythme de la samba pour annoncer l'ouverture prochaine de l'usine Renault à Curitiba, au Brésil. Puisqu'on parlait de la Scénic, il faut spécifier, Jean-Claude, que le Scénic est produit à Douai et son prix est compris entre 106 900 et 144 900 francs. La Clio comme la Scénic, ce sont des voitures qui sont bien l'expression des besoins de notre époque. Ce sont des voitures confortables, des voitures faciles à vivre, des voitures qui peuvent faire aussi de la route, mais qui peuvent se garer facilement en ville puisqu'elles tiennent très peu de place, quoi. Ah, c'est ça, il faut se sentir bien aujourd'hui dans les voitures. Ce sont des voitures à vivre. D'ailleurs, le slogan publicitaire de Renault le dit parfaitement bien. Christian Vélin, est-ce que Renault reviendra à la compétition en Formule 1 ? Ça, je peux... Après avoir remporté 6 titres de champion du monde. Absolument, il faut le signaler. 6 titres, c'est quelque chose qui compte en Formule 1. Moi, je peux vous donner un avis personnel. Je pense que Renault ne peut pas se passer de cette vitrine fabuleuse qui est pour l'image de la société quelque chose de formidable et qui permet aussi au personnel de s'investir à fond. Alors, après Renault, après les Français, après la France, l'Allemagne, tous les Allemands réunis, le jour d'ailleurs des élections en Allemagne, c'est un symbole assez fort, c'est-à-dire le groupe Volkswagen, avec Seat, Skoda et Audi, auquel il faut ajouter Mercedes et BMW, que nous verrons tout à l'heure, et qui pèsent un peu plus de 29% de part de marché en France. Alors d'abord, pour ouvrir, par ordre alphabétique bien sûr, le groupe allemand Audi, Audi qui représente en France donc 26 775 000 véhicules. C'est un chiffre en progression de 4,6% par rapport à 1996. Alors Audi, comme la plupart des grandes marques et des constructeurs européens, précède ces nouveautés, fait précéder ces nouveautés par des voitures anciennes. Et la A3, ici la A3. La fameuse A3 qui est l'une des voitures, on peut le dire, l'une des voitures les plus sexy du monde. Elle est apparue en juin 96 et elle s'est déjà vendue à 7243 exemplaires en 97. Elle existe en 3 définitions, attraction, ambiance, ambition. C'est une super voiture. Son prix, je peux vous le donner, de 120 000 à 174 000 francs, mon cher Charles. Oui, c'est un peu plus cher, évidemment, que les petites voitures du type Clio 2, 206, Twingo, évidemment, je n'en parle pas. A3, c'est un nom un peu, une immatriculation d'autoroute. Ou le nom d'une chaîne de télévision. Oui. Vous savez, chez Peugeot, on a choisi les chiffres. Chez Audi, on a choisi de mêler l'alphabet, la première lettre de l'alphabet, avec des chiffres également. Alors en tête, il y a une Porsche Cabrio de 1938. C'est une voiture que l'on voit encore dans beaucoup de films. Il y a toujours eu un mariage entre la voiture, l'automobile et le cinéma. Et la Porsche Cabrio de 1938 peuple tous ces films qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale. Une Cabrio de 39 aussi, et ensuite 3 à 3. Là, voici les cabrios. Oui, des cabriolets Audi. Voilà, cabriolet de 39. Et là, les voitures plus récentes, plus modernes, qui sont des perfections au niveau de la technologie, parce que les Allemands sont aussi très pointus dans ce domaine-là. Et aussi des formes, car les stylistes d'Audi ont réussi cette performance de dessiner un break plus beau qu'une conduite intérieure. Et ça, c'est très rare. Puis ils ont été des précurseurs aussi en matière de traction intégrale
Et l'on se souvient des formidables résultats obtenus par l'Allemand Rorl au volant de ces voitures-là. Des voitures avec lesquelles aussi Michèle Mouton, qui est aujourd'hui sur les Champs-Élysées dans une tribune, a failli remporter le titre de champion du monde des rallyes. Elle a terminé vice-championne du monde au volant d'une grosse Audi du groupe B. Oui, parce qu'Audi est très actif dans le domaine sportif. Oui, il a été beaucoup en rallye avec les grosses voitures de ce fameux groupe B où on peut dire qu'à l'époque les groupes B développaient plus de 600 chevaux et on avait fait des tests entre les groupes B et les F1 et les groupes B de rallye accéléraient plus vite. Là les BMW qui suivent Audi. Deuxième constructeur allemand, 14e constructeur mondial, BMW, la voiture dont on pourrait dire qu'elle déboule et qui a des performances intéressantes. Oui, et puis qui marche bien sur le marché français. 23 960 véhicules vendus en 97. Ce sont aussi des voitures très très pointues au niveau de la technique. Alors c'est une firme bavaroise qui a été créée en 1917 et son logo, je vous le rappelle, mais la plupart des fans évidemment le connaissent parfaitement, bleu et blanc, symbolise les hélices d'un avion sur fond de couleur de la Bavière. N'oublions pas que BMW a réussi aussi à s'imposer sur le marché de la moto. Et nous verrons d'ailleurs la plupart des pelotons de voitures qui nous seront présentés, des plus anciennes aux plus modernes, accompagnés de motocyclistes montés sur ces fameuses BMW, dont la police et la gendarmerie française sont dotées aussi d'ailleurs. BMW vient d'être le mécène d'une exposition consacrée au design de la moto au musée Guggenheim à New York. Et cette manifestation dans un tel lieu a surpris par son immense succès populaire. Alors ces figures que vous voyez se dessiner comme un serpentin exécutées par des voitures de BMW sont commandées par le fameux cascadeur, celui qui règle la plupart des cascades des films français et internationaux, Rémi Julienne. 39 véhicules de 1970 à nos jours, dont 10 sont conduits par des pilotes de Rémi Julienne, qui sont réunis entre eux, comme le sont un peu, il faut le dire, les tireurs d'élite du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, ou la plupart des tireurs d'élite, par des micros interphoniques, et qui reçoivent des tops précis tous en même temps, afin que tous exécutent le même geste et donnent le même coup de volant au moment où on leur commande. C'est un peu comme la patrouille de France. Et regardez la voiture de James Bond qui est pilotée par un homme invisible. Vous voyez, il n'y a pas de conducteur. On voit les lance-roquettes là. Alors BMW qui a chippé d'ailleurs, qui a chippé la voiture des James Bond à Aston Martin. Jusqu'à présent c'était une voiture anglaise. Et là maintenant c'est une Z3. Oui. Et BM compte beaucoup sur son coupé Z3 et sur son Roadster Z3. Là, c'est toujours la voiture de James Bond, oui, qui n'est pas un Z3. C'est bien 007. Hein. Non, qui n'est pas un Z3. Ce n'est pas un Z3. Mais il a une petite Z3 aussi. Dans GoldenEye est apparu le premier cabriolet Z3. C'est vrai. Il y en a qui disent que c'est un mini break de classe, le Z3 coupé. Voilà, on peut dire qu'au niveau du Z3 que le 100 millième exemplaire est sorti récemment des chaînes de l'usine de Caroline du Sud et que son prix est de l'ordre de 222 000 francs à 337 000 francs. Alors les puristes auront corrigé de même. Tout à l'heure je disais que Aston Martin avait laissé la main dans les films de James Bond à BMW, mais entre-temps s'était imposé une Lotus Elan, une autre grande voiture sportive des marques anglaises. Voilà, la fameuse Z3 coupé M. C'est une des nouveautés. C'est une présentée par BMW au Mondial de l'Automobile. Vous la découvrez en avant-première sur les Champs-Élysées. Elle est splendide, j'espère qu'on va la voir de profil, comme nous l'avons vu parquée sur les l'hippodrome de Longchamp, Christian. Oui, elle est magnifique. Quand nous sommes allés voir les voitures il y a 2 jours, en répétition, la Z3 a d'excellentes qualités dynamiques et grâce à l'espace dégagé par son coffre, l'habitacle semble plus spacieux, mais on peut dire qu'il reste toujours aussi étroit.
L'Airbus, c'est une de place. Absolument. C'est une de place, mais il y en a beaucoup, en tout cas, pour mettre ses bagages. Parce que tout l'arrière est neutralisé par... Le volume du coffre est très très important. Et le prix aussi? Oui, je vous les ai donnés de 222 000 à 337 000 francs. Il y a deux motorisations, un 2,8 litres de 192 chevaux et un autre moteur de 320 chevaux, 321 chevaux pour être précis. Eh bien, voici maintenant l'arrivée des Mercedes. Mercedes, dans le monde entier, c'est le synonyme de la réussite. Elle symbolise aussi, il faut le dire, le confort, la sécurité. La Mercedes, c'est aussi la voiture des chefs d'État, c'est la voiture des hauts dignitaires. On les voit, ces Mercedes, dans les conférences internationales. Il y a des Norian Mercedes. Et grâce à Mercedes, à la fusion avec Daimler Chrysler, le groupe représente aujourd'hui tout de même le 3e constructeur mondial en chiffre d'affaires, et non pas en nombre de voitures. En France, Mercedes était jusqu'aujourd'hui simplement la voiture de la réussite, mais elle évolue avec des véhicules un peu plus modernes, un peu plus sexy, comme on l'a dit tout à l'heure. En voici un exemple d'ailleurs. Là, ce qu'on voit à l'antenne, c'est un cabriolet. Un cabriolet. Le CLK. Le CLK, c'est le coupé. Oui. C'est le SLK. C'est celui. Il est disponible en coupé et en cabriolet. SLK. Cabriolet de place SLK. Cabriolet 4 places CLK. Et pour ce qui est du CLK, il est équipé du moteur V8 de 4 litres 3 de cylindrée qui développe 280 chevaux. C'est pas à mettre entre toutes les mains. Oui, il y a la 200 et la 230. Et ce qu'il y a d'assez efficace et agréable avec Mercedes, c'est qu'en général, leur puissance correspond au prix. SLK 200, 200 000 francs, SLK 230, 230 000 francs. Alors vous connaissez l'origine de l'appellation de Mercedes, hein? Pourquoi on appelle Mercedes? Ah oui, c'était la fille, c'est ça, non? Oui. La fille de monsieur Émile Jelinek. Monsieur Émile Jelinek était consul d'Autriche en France et il a gagné une course à Nice avec une voiture Daimler. Alors là, on arrive, les voitures de course. Sur les voitures de course. C'est celle qui va courir cet après-midi. À partir de 13h15 sur TF1. Et à côté, il y a le prototype qui est en tête très largement du championnat du monde FIA. Et comme je participe à ce championnat, je la vois soit de face, soit de dos, mais de manière très fugace, fugitive. La classe A. La classe A. Alors ça, c'est donc, il y a 8 modèles classe A qui représentent la gamme des couleurs d'ailleurs qui sont disponibles. C'est une vraie petite révolution chez Mercedes, cette petite voiture. Fait 3,50 m. Son début de carrière a été plutôt agité, on peut le dire. Mais depuis... Mais c'est rétabli là. Alors... Mais ça a coûté beaucoup d'argent pour se refaire une virginité pour la belle classe. voiture. Alors nous allons quitter quelques instants Mercedes et le défilé. Surtout vous restez avec nous parce qu'on va les retrouver tout à l'heure et vous découvrez d'autres modèles de constructeurs automobiles en exclusivité mondiale. On va vous présenter les premières. Puis vous allez pouvoir encore rêver sur des voitures comme des Rolls, les Bentley et autres Jaguar. A tout de suite donc après la publicité. Du siècle et sa partie sur les voitures contemporaines avec tout de suite à l'image dans quelques secondes la 3e grande marque allemande qui défile ce matin, Opel, le sponsor, l'annonceur de la Coupe du Monde de football. Avec un clin d'œil, puisque c'est le sponsor officiel, Opel vient de signer un accord avec le top modèle Linda Evangelista. Et Opel, le sponsor du PSG aussi, du Milan AC et du Bayern de Munich. D'ailleurs, par ordre décroissant justement, et après l'annonce que vous venez de faire, on voit les drapeaux des 3 grands clubs européens qui sont sponsorisés par Opel et tirant un ballon de la Coupe du Monde de football.
On va finir par parler quand même des voitures d'Opel et des nouveautés que présente la grande marque allemande, qui est une caractéristique et symbolique d'une voiture sûre. Christian ? Absolument. Et Alors maintenant, Opel dévoile son Frontera. Volkswagen, c'est un peu le Renault allemand. Volkswagen, avec ces modèles qui vont de 49 à 79. Volkswagen avec sa célèbre coccinelle. Coccinelle, oui, qui a une héritière aujourd'hui avec la Beetle. Ah oui, bon, elles ont, à une époque, ça a été ce qu'il y avait de plus vendu au monde, quoi. Bon. Là, c'est la Polo. Il y en a eu 21 millions de coccinelles de vendus. Et là, on est sur la Polo. Alors ça, c'est plus nouveau, c'est plus récent. Polo, Golf, qui ont été toutes des grands succès commerciaux. Volkswagen, c'est le gros constructeur allemand. Et surtout la nouvelle Beetle. Alors la Beetle, ça c'est donc celle qui succède. Sa commercialisation est prévue en France au début de 1999. C'est l'héritière de la fameuse coccinelle. Elle connaît déjà un gros succès aux États-Unis. Elle a été vendue à des milliers d'exemplaires. Elle est animée par un moteur de 2 litres qui permet des vitesses de l'ordre de 200 km/h et son prix se situe autour de 120 000 francs. Et avec la Beetle, Volkswagen espère bien toucher dans le mille, c'est-à-dire qu'elle a emprunté à la coccinelle cette silhouette qui a été tellement aimée dans le monde entier. Oui, la Beetle est appelée à avoir un énorme succès commercial, et notamment aux États-Unis où le lancement a... Oui, bien sûr. Et le succès, Charles a raison de nous signaler qu'aux États-Unis, la Beetle, c'est un énorme succès déjà commercial. Volkswagen, dans les années 30, c'est né en fait de l'idée de faire une voiture du peuple. Le gouvernement allemand avait à l'époque fait appel à Porsche pour penser cette voiture du peuple. On peut demander à Hervé Poulain ce qu'il pense du style, du profil de cette voiture qui est originale. En tous les cas, déjà, c'est très heureux d'avoir trouvé un nom aussi fort que celui de Beetle. On voit le clin d'œil et cela fait partie de la réussite commerciale d'une voiture que son appellation. C'est assez heureux, il y a un clin d'œil sur les voitures précédentes, c'est vrai. Néanmoins, on aurait peut-être pu espérer plus d'audace, mais si le public tranche favorablement, comme aux États-Unis, tant mieux pour cette... Plus d'audace sur la forme. Ouais. Oui, parce qu'elle rejoint la coccinelle, c'est vrai, mais enfin, elle est quand même relookée, la coccinelle. Très relookée. Volkswagen ne se contente pas de présenter la Beetle, il compte aussi sur sa nouvelle Lupo, qui sera vendue à la fin de l'année et viendra agrandir la famille des petites citadines. Et une coupe Lupo, d'ailleurs, sera organisée en Allemagne, une coupe Lupo en compétition. Hormis la coccinelle dont on parlait tout à l'heure, alors il y a des voitures de rallye là. Oui, ça c'est Seat, avec la Seat d'ailleurs qui était absorbée par l'allemand Volkswagen et qui défile tout de même aux couleurs, vous avez vu, du drapeau espagnol. Oui, parce que Seat c'était Fiat autrefois en Espagne, et Seat fait un gros effort sur le plan de la compétition en rallye avec une kit car et puis une World Rally Car que l'on a vu apparaître au dernier rallye de Finlande au mois d'août, et la voiture laisse présager d'excellentes performances. Elle était pilotée par un Espagnol, Oriol Gomez, et par un Finlandais, Roven Pera. Seat représente Volkswagen dans le sport automobile, quoi, finalement. Absolument, oui. Et alors voilà l'Ibiza. L'Ibiza, c'est la voiture qui participera au rallye aussi pour le championnat du monde. Non, oui, c'est l'Ibiza World Rally Car. C'est une extrapolation de cette voiture de tourisme. Là, c'est une turbo diesel. On peut signaler au niveau de l'équipe de Seat en compétition en championnat du monde des rallyes que l'un de ses ingénieurs, et son ingénieur principal est français, c'est monsieur Bagur, un transfuge de ces Citroën. Alors là, 15 autres véhicules qui suivent, il y a l'Ibiza, l'Alhambra, la Cordoba et l'Inca. Oui, il y a aussi un nouveau modèle, le Bolero. Je ne sais pas s'il est dans le défilé, je ne l'aperçois pas. Alors on entend des... Là, nous sommes sur Cadillac. Voilà, le géant américain qui écrase toujours le marché. Tout à l'heure, vous le signalez, les deux plus grandes marques de vente automobile sont la General Motors et Ford, bien sûr, mais Cadillac, entre General Motors et Ford, 14 millions de voitures vendues.
Ça n'est pas innocent que Cadillac ouvre la partie américaine du défilé, Hervé Poulain. Ah bien, les années 50 représentent Chevrolet l'âge et d'or. Cadillac, qui cohabitent. Et Ford, là, représente vraiment l'âge d'or de l'automobile, là où les stylistes n'avaient aucune contrainte, même de fonctionnalisme. Il n'y avait pas de cahier des charges, il fallait faire trop. Il fallait donner envie et toutes les extravagances étaient possibles. Cet âge d'or, c'est 50-60. Après, il y a un certain abattardissement des lignes et c'est un peu moins intéressant. Il est navrant de constater que nous avons très peu de collectionneurs de belles américaines de ces époques qui sont étrangement bon marché. Une dernière précision sur Cadillac, c'est l'origine qui est intéressante. Je ne la connais pas, vous le savez. Moi, Charles, je connaissais Mercedes, mais Cadillac... Moi, je le connais, Charles. Oui. C'est le marquis de Cadillac, un Français, qui venait de la région bordelaise et qui s'est installé aux États-Unis. C'était un ingénieur et il a imaginé les premières Cadillac. Là, j'ai utilisé mon joker. Cadillac, c'est quand même un mot qui fait rêver. Ah, je pense que là, c'est la belle bagnole, comme disait le peuple. C'était, je vous dis, toutes les extravagances. Regardez ça, les chromes surajoutés. La voiture, on se demande comment elle peut se mouvoir tellement il y a un poids d'accessoires, d'immenses cataphotes, d'immenses phares, d'immenses... et alors, cette espèce de bouche pour le radiateur, cette espèce de bouche gourmande pour avaler la route. C'était la voiture des gens du showbiz américains, des cinémas, les chanteurs, toutes les stars américaines ont eu la Cadillac. Enfin, avec la Cadillac Seville, on construit maintenant qui fait partie du groupe GM, une voiture à l'européenne, qui convient parfaitement aux exigences des Européens. Oui, ça n'a plus la consommation d'un tank. Pas du tout. Et puis au niveau de la sécurité, active et de la tenue de route, on peut dire qu'aujourd'hui la Cadillac Seville est une formidable voiture. C'est l'attraction avant la plus puissante du monde. Cadillac, Chevrolet, Chrysler. Ce sont des voitures qu'on a vu arriver après la guerre, ça, en France. Ce sont les Américains qui les ont apportés après la guerre. Quoi. Il faut comprendre que la production française était encore assez faible, et surtout pour les voitures de luxe. Alors il y a eu quand même assez rapidement les vedettes, souvenez-vous, les frégates. Ah, voilà. La Viper. J'en vends une aux enchères qui a fait le Mans il y a 3 ans. J'ai couru avec une Viper au Maroc, mon cher Hervé. Ils nous ont fait le coup de la Tunisie et du Maroc. Et qu'est-ce que vous voulez, on court en 97. Pardon ? Elle a été championne du monde en 97. Alors peut-être pas celle-ci parce que ça c'est la version route, mais on va peut-être voir la version compétition qui est très semblable d'ailleurs. Et cette année au Mans, je courais contre ce type d'automobile et elles ont gagné. Elles gagnent tout d'ailleurs. Hervé, on peut dire que cette voiture est issue d'une étude de style. C'était d'abord une étude de style qui est arrivée à son... Alors, revenons à l'image sur Chrysler et les nouveautés de Chrysler. Oui, on était sur la Viper. Et chez Chrysler, il y a une 300M qui est dérivée des Chrysler Concorde et Dodge. Elle remplace la Vision sur le marché français. Elle est spécialement adaptée aux exigences des automobiles européennes. Et la 300M qu'on nous présente là, c'est celle-là dont je vous parle, mon cher Charles. Sa conception n'a rien de révolutionnaire. Non, elle reste baroque. C'est vraiment la marque des automobiles américaines, un excès, un baroque, un trop. Elle aura du mal à concurrencer BMW ou Mercedes. Alors ce qu'on nous présente tout de suite derrière, on l'a vu d'ailleurs par le panneau d'affichage, c'est voilà la Viper. Une voiture historique, voilà la Viper, tout de suite après la 300M et ensuite la Jeep, la fameuse Jeep Willys. Au moment où le film de Spielberg rappelle le débarquement de Normandie et ce fameux carnage sur la plage d'Omaha Beach, c'est cette voiture que les Américains ont débarquée en 1944 en France et qui s'est vue... 2 marques avaient été chargées de les construire, Ford et Willys. Voilà, Cherokee. Le Grand Cherokee, qui est né en 1992, c'est ce qu'on a appelé la Jeep Grand Cherokee. Elle reste sans conteste l'un des meilleurs tout-terrain du monde. 4 versions sont proposées, dont le fameux moteur V8 de 5 litres 2 de cylindrée qui développe 240 chevaux.
C'est le nouveau modèle de Chrysler qui sera présenté au mondial de l'automobile. Absolument, Charles. C'est le Grand Cherokee. On en a vu plusieurs versions déjà, mais ça c'est le dernier modèle. Il y a beaucoup de collectionneurs de Jeep, pour revenir à la Jeep en France. Ah oui, et de matériel militaire. On voit souvent le Ce week-end. sont de joyeux fêlés qui se retrouvent dans la campagne avec leurs engins et traversent les... Ils ont des engins hippomobiles, enfin c'est très particulier. Ford. Voilà Ford. Ford, le deuxième constructeur mondial, 32 voitures, qui est l'un des pères fondateurs de l'automobile après Renault, Henry Ford. Tous les successeurs d'Henry Ford se sont prénommés Henry d'ailleurs, comme le père fondateur. Ce sont tous des Henry Ford 1, 2, 3, 4. La Ford Focus, qui est une nouvelle voiture absolument géniale. C'est la voiture sur laquelle Ford espère une percée sur le marché européen. Oui, Le marché des petites voitures. Absolument, oui. Elle a un look un petit peu bizarre, hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, et des formes bizarroïdes. Mais la Ford Focus risque de déranger dans son segment, dans le marché des familiales de taille moyenne, réputées pourtant très sages. Mais Ford innove en ce domaine. Elle succède à l'Escort, à la Ford Escort, qui a connu elle-même un énorme succès commercial et qui a traversé le temps, puisque la première Escort est apparue, si je me souviens bien, en 1970. On peut dire que la Ford Escort est à Ford de ce que la 205 a été à Peugeot. Oui, si vous voulez, on peut faire un petit peu, il y a une certaine analogie effectivement, puisque Ford, l'Escort a eu le même succès sportif qu'a eu la 205, mais avec des volumes de vente très très supérieurs. Ford n'a pas choisi de nous montrer des Ford A et T. Peut-être qu'il y en a tant qui ont été détruites dans les films burlesques américains qu'il n'en reste plus. Malgré les millions qui ont été produites. Et ce qu'on trouvait souvent aussi dans les films américains, mais aussi européens, c'est la Ford GT. Voilà maintenant Voilà le mythe. l'Italie après le cinéma américain, le cinéma italien, l'Italie après les États-Unis, par Félix, c'est bien normal. Et Ferrari tout d'abord. Ferrari, c'est vraiment le mythe, disons, à la portée des grosses bourses. On en vend 3500 par an. Et ça coûte combien au bas mot ? Les premiers prix sont à 600 000 à 700 000 francs. Et la 406 MGT, elle, fait 1 305 000 francs. Merci pour les prix. Hors de portée. Alors cette firme dont l'emblème est le cheval cabret, tout le monde le sait, sur fond jaune, quand on a son actif 9 titres de champion du monde, de pilote, 8 titres de champion du monde des constructeurs. La F50, Peut-être. Attendons ce qui va se passer cet après-midi au Nürburgring, mais bon, il y a forte chance. Il ne sera pas encore Parce champion du monde, il faut attendre le dernier Grand Il faut Prix. dire que les deux voitures rouges partent en tête. En première ligne, elles sont toutes les deux en première ligne, et c'est Michael Schumacher qui a réalisé la pole position. Vous savez qu'Enzo Ferrari a été pilote de course, mais pas chez Ferrari. Chez Alfa Romeo. Un modèle de base. Au moment des gros prix, vous savez, de la frénésie des années 89, les gens disaient je suis trop pauvre pour acheter les Ferrari seulement que neuves, car d'occasion elles sont trop chères. La Ferrari, elle présente cet avantage d'être un peu voiture de course et voiture de ville en même temps, quoi. Ah oui, c'est un monstre, mais on connaît des sensations inouïes au volant de ce type d'engin. On a vu à côté la marque Maserati qui vient de rentrer dans le giron aussi de... C'est après la mort d'Enzo Ferrari que Fiat a pris le contrôle de la marque. Oh, déjà, il avait 88. Oui, la main. Je crois qu'il contrôlait un petit peu avant. Alors Alfa Romeo ensuite. Encore une marque très prestigieuse sportive. Oui, ce qui a été. Alfa Romeo, c'est pour la petite histoire le fournisseur officiel des carabiniers et des gendarmes italiens. Oui, Alfa Romeo a réussi un rétablissement extraordinaire après avoir connu une passe difficile et après avoir été repris par Fiat. Alfa Romeo a sorti coup sur coup des 155, 156 qui a été élu voiture de l'année dernière et qui est une formidable voiture à la fois comme vous le voyez sur le plan technique et aussi sur le plan de la sécurité active. C'est une voiture qui
tient bien la route, Et qui de va vite. l'esthétique. Et de Et de l'esthétique. l'esthétique, Mais absolument. Ouais. mon petit doigt me dit que vous appréciez beaucoup Alfa Romeo, Christian Vella, vous entendre. C'est la voiture des jeunes gens. Oui. Ouais, alors, ça peut être ma voiture. C'est la vôtre. Non, mais c'est une formidable Alors, il y a voiture. bon, chez Alfa Romeo, donc il y a 4 Alfa 166. L'Alfa 166 qui est une des grosses nouveautés du mondial de Paris. Hein. C'est la rivale de la BMW Voilà, et de la Mercedes un peu. Hein. Oui, absolument. Est-ce que c'est cette Alfa qui apparaît à l'écran? Oui, il me semble, absolument. Oui, parce qu'il y a la 166 en tête et derrière la 156 qui a été élue voiture de l'année. Hein, c'est celle-là. Hein. Exactement. Elle a un système inédit d'ouverture de la porte arrière. Ce qu'il est important de dire, c'est que Alfa Romeo était absent du segment haut de gamme et qu'avec cette 166, maintenant ils reviennent dans cette catégorie de voitures et où il n'était pas présent depuis la 164. Alors vous la voyez entourée de Vespa, hein, dans l'ambiance italienne des années 60. C'est de la Dolce Vita. Oui, on a vu passer un petit peu avant justement Un sosie d'Anita Ekberg. Anita Ekberg, la pulpeuse star des films de Fellini. Star suédoise. On se souviendra longtemps du célèbre bain de nuit dans la fontaine de Trévis. Mais ils auraient Vous l'avez pu pas oublié, choisir bien sûr. plus mince avec Audrey Et Hepburn. regardez-là, voilà, il suffit de Ah la oui, demander d'accord. pour qu'elle voit. Ça, Ah, vous l'avez- c'est le Spider. Ah bah voilà le sosie d'Anita Ekberg. Oui. Elle n'a de sosie que la poitrine. Il me semble qu'elle est d'abord, là on ne voit pas très bien, mais d'un Non. Spider. D'un Spider Alfa Romeo Mais qui regardez, lui aussi est vous avez vu splendide. vous avez vu qu'elle est filmée à partir de la Cadillac Eldorado avec Oui. juste, regardez. Pour en revenir à la 166 qui va être vraiment la grosse nouveauté du salon, on peut dire que c'est un concentré de technologie. Et pour concurrencer les autres berlines du haut de gamme européenne, elle dispose d'un correcteur électronique de freinage, un anti-patinage et un contrôle automatique de la traction. Ces voitures seront disponibles en France après le salon. Et on attend en France, maintenant qu'Alfa a renoué avec son prestigieux passé, qu'il retrouve les chemins de la compétition, et notamment chez nous où autrefois on organisait une coupe Alfa 145 avec des petites voitures. On espère que Alfa Romeo se lancera à nouveau dans la compétition sur les circuits français et pourquoi pas avec une 156 du groupe N. On peut l'espérer. Est-ce que c'est en raison de sa capacité à bien tenir la route et de sa consommation moyenne que les carabiniers s'en sont dotés en Italie? Oui, c'est une voiture qui va vite, qui a de formidables accélérations et qui permet de prendre en chasse tous les malfaiteurs. Non, c'est une Et de les voiture rattraper. très performante. Et de les rattraper. Et de les rattraper. On arrive sur Fiat. C'est le but de la manœuvre. Vous avez vu, alors maintenant c'est Fiat. Vous venez de le voir depuis un moment, qui est présenté par un Casanova géant qui fait 7 mètres d'envergure. Le spectacle est magnifique là. Ah oui, bah, c'est ce qu'il y a de plus ludique dans ce matin. Je pense que l'Italie là a montré. Ah, le la Brésil, ambiance. c'était chez là, Renault oui, aussi, c'est vrai, était chez Renault assez aussi. ludique. Enfin bon, là avec Fiat, on a quand même ces images un peu commedia dell'arte aussi. Donc Fiat à plusieurs reprises a reçu le prestigieux trophée de voiture de l'année, notamment en 95 avec la Punto. Et puis avec Sa la voiture Bravo, de l'année, oui. avec la Bravo, avec la Brava et puis avec la Punto. Sa voiture de l'année, celle de cette année, c'est la 156 qu'on va voir là. Non, c'est la Seicento.